Luge qui glisse et qui décolle, à la page 37, de quoi s'agit-il? Alors ça, c'est une partie théorique, enfin c'est un cas concret en réalité, mais qui est très intéressante. Vous avez donc ici une luge qui glisse sans frottement, mais je vais faire une petite remarque tout à l'heure et vous verrez que le fait qu'il y ait ou non des frottements ne change rien au problème. Donc elle glisse sans frottement sur une piste située dans un plan vertical. Donc le plan vertical, on va dire que c'est le plan de la page en quelque sorte. Alors, oups là, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, tac. Sa masse à la luge est de 20 kg. Et puis donc, en un point, la piste a une inclinaison de 50 degrés et un rayon de courbure de 25 mètres. La concavité étant du côté neige. On veut résoudre. Donc la question c'est, la luge passe en ce point à une vitesse de 10 mètres par seconde. Calculer la force de soutien exercée par la piste. Ça, c'est un calcul qui est moyennement intéressant. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est la question B. Quelles conditions la vitesse doit-elle satisfaire pour que la luge passe en ce point sans décoller? Vous savez très bien, si vous avez déjà fait du ski ou même de la luge ou ce genre de choses, que si vous passez sur une bosse à une certaine vitesse, eh bien, si vous allez assez lentement, vous suivez la bosse, mais si vous allez assez vite, vous décollez. Et bon, donc l'histoire ici consiste à déterminer quelle est la condition pour justement que la luge ne décolle pas, en fait, ou justement à partir de quelle vitesse est-ce qu'elle décolle. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant que la première partie. Alors tout d'abord, une toute petite remarque par rapport à une phrase qui est dans le texte ici. En un point, la piste a une inclinaison de 50 degrés et un rayon de courbure de 25 mètres. Alors, le truc ici, c'est si vous reculez dans le temps, je vais vous montrer quelque chose qu'on a fait il y a pas mal de temps en fait de ça. C'était dans le chapitre cinématique. C'était par là, hein, dans le cadre des mouvements circulaires. Voilà, ici ça se trouve. Tac. On va agrandir un petit peu. Donc la page en question, c'est la page 19. Vous voyez, moi je le reçois maintenant, le mail que je me suis envoyé tout à l'heure. Donc bon, voilà, ça ne m'étonne pas qu'Anna l'ait reçu il y a quelques minutes. Moi je le reçois encore plus tard. Alors bon, je reviens à mon histoire. Ici, on avait vu donc à la page, voilà, j'ai perdu le fil, à la page 19, voilà, que en fait, si la trajectoire est une courbe quelconque, par exemple la bosse hein, sur laquelle la luge passe, on peut toujours assimiler une portion de cette courbe autour d'un point P par un cercle qui épouse au mieux la courbe au voisinage de P, et on appelle ce cercle le cercle osculateur. Et donc, au point P, on peut adapter un cercle qui passe par la courbe, et son rayon, c'est ce qu'on appelle le rayon de courbure. Alors, nous, c'est exactement ce qu'on fait ici à la page 37. On a à la page 37, ici, voilà, tac. Voilà. On a une courbe ici, et en ce point-là, on peut adapter. Alors, je vais essayer de dessiner le truc en étant. C'est assez difficile de dessiner avec ça, hein. Mais on peut imaginer un cercle, peut-être comme ça. Peut-être que si j'ai de la chance, ça passe. C'est pas mal hein, ce que j'ai fait. Quoi. Voilà, qui épouserait la courbe. Il est peut-être un poil trop gros, hein, mais peu importe, je pense que vous avez compris. Et quand, donc après, si on dessine le rayon du cercle comme ça, ce rayon-là, c'est le rayon de courbure à cet endroit-là, qui en l'occurrence, dans cet exercice, est égal à 25 mètres. C'est le R qui vaut 25 mètres. Alors, voilà, je pense que j'ai donné la réponse avec le rayon de courbe. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on commence par voir que, en fait, là, je vais mettre ça comme ça, voilà, ici. Voilà. On commence par constater que la luge, si on dessine les forces qui sont en présence, eh bien, il y en a deux. Il y a le poids qui est vertical vers le bas, il y a la force de soutien qui est perpendiculaire au sol. Donc, en fait, ici, ce qu'il faut faire, c'est imaginer un sol qui est donc une tangente à la courbe, donc tangente au cercle
osculateur en ce point-là. Cette tangente, c'est ce que j'ai dessiné en bleu. Et puis donc, la force de soutien, elle est perpendiculaire à cette direction tangente au cercle osculateur. Si on considérait qu'il y avait des frottements, ce qui n'est pas le cas ici, eh bien, on aurait une force de frottement qui serait dans cette direction-là. Étant donné que la luge, évidemment, elle descend, hein, donc la luge, elle a une vitesse qui va contre ici. Donc, en jaune, la vitesse, en rouge ici, la force de frottement. Qu'est-ce qui manque là-dedans? Eh bien, ce qui manque, c'est le vecteur accélération. Alors, le vecteur accélération, a priori, on ne sait pas du tout dans quelle direction il va. On n'en sait rien. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'à cet endroit-là, étant donné que la luge, elle suit une trajectoire circulaire pendant un court instant, mais au moins pendant cet instant-là, elle suit une trajectoire circulaire qui est le cercle osculateur, donc, qui a un rayon de courbure de 25 mètres, eh bien, pour suivre cette trajectoire circulaire, forcément, il faut que la luge ait finalement une accélération qui lui permette de suivre la trajectoire d'un cercle, et ça, on appelle ça une accélération centripète. Donc, la luge, elle a peut-être une accélération tangentielle, probablement, puisqu'elle est en train de descendre. On peut donc imaginer qu'elle va de plus en plus vite en descendant. Mais peu importe, ce qui va nous intéresser ici, c'est uniquement l'accélération centripète, que je vais donc noter ici en vert, là à côté, tac, ici, ça c'est l'accélération centripète. Alors, si maintenant on s'intéresse à ce qui se passe sur un axe qui est dirigé vers le centre du cercle osculateur. Cet axe-là, c'est l'axe qui est appelé N ici. Hein. Ça se passe ici. Là. Voilà. Projetons les vecteurs sur l'axe normal. Voilà. Quelle belle faute d'orthographe. N. Donc c'est un axe que moi j'aurais tendance à appeler X, en fait, qui est un axe, disons, radial, qui est donc dirigé vers le centre du cercle osculateur. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter, on va écrire l'équation deuxième loi de Newton sur cet axe-là. Alors, je vais considérer, je vais un petit peu modifier ce qu'il y a dans le texte ici, et je vais quand même, pour le plaisir ici, rajouter qu'il y a une force de frottement que j'appelle FF. Ça, c'est la force de soutien S, et ça, c'est le poids mg. Alors, je vais écrire ici en noir l'équation sur l'axe qui est donc un axe radial, parce que c'est un des rayons du cercle, aïe aïe aïe, axe radial qui s'appelle, je vais l'appeler X, parce que moi, les axes, je n'aime pas les appeler N. Non, mais c'est N en fait dans le c'est celui-là, hein, cet axe-là. Alors, sur l'axe radial, je vais me mettre un petit peu mieux, hein, parce que ce n'est pas facile d'écrire avec ce truc-là. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, tout d'abord, il y a le poids. Alors, il y a une indication dans la donnée qui est que à cet endroit-là, la pente, elle a une certaine inclinaison par rapport à l'horizontale. Cette inclinaison, vous le voyez ici, c'est l'angle alpha, que je vais donc représenter en, disons, violet. C'est cet angle-là, voilà, cet angle alpha-là. Donc ici, il y a 90 moins alpha, et là, il y a 90 moins alpha, donc vous retrouvez cet angle alpha ici. Là, il y a l'angle alpha. Alors, maintenant, nous, ce dont on a besoin, je vais faire comme ça, ce sera plus propre. Voilà. Ce dont on a besoin, c'est les composantes de chacune des forces, c'est-à-dire mg, s et ff, selon l'axe radial x. Alors évidemment, celle qui pose le plus de problèmes, on le voit tout de suite ici, c'est la partie que je vais faire en... Bon, j'ai plus tellement de couleurs, hein, donc je vais prendre du rose en fait. C'est la partie qui est parallèle à l'axe X pour le poids. Alors ça, ce côté rose, c'est la composante de mg du poids selon l'axe X. Alors comment l'écrire? Eh bien, c'est tout simplement mg fois cos alpha. Pourquoi cos? Parce que le côté rose, c'est un côté qui est adjacent à l'angle alpha.
Donc, qui dit adjacent dit cosinus. Donc, on a déjà la première chose. Je vais le faire en noir ici. mg cos alpha. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la force de soutien, ici. Force de soutien, elle est déjà parallèle à l'axe X, mais elle est dans le sens contraire. Donc, il faut la soustraire, moins S. Et ça va être égal à quoi? Ça va être égal à la masse fois la composante de l'accélération qui est radiale. C'est ça qui est important. Alors, cette composante de l'accélération qui est radiale, c'est l'accélération centripète. Peut-être qu'il y a une composante tangentielle, mais quand on s'intéresse uniquement, si elle est tangentielle, elle est donc perpendiculaire à cet axe X. Donc, sa composante, selon l'axe X, sera nulle. Donc, en fait, la seule composante de l'accélération qui est intéressante pour nous, parce qu'on est malin et qu'on a choisi cet axe X, c'est l'accélération centripète. Et vous voyez que la force de frottement qu'il y a ici, que j'ai complètement oublié d'écrire d'ailleurs, eh bien, c'est elle aussi, cette force de frottement, c'est une force de frottement qui sera, quoi qu'il arrive, toujours perpendiculaire à cet axe X. Donc, sa composante selon l'axe X, c'est 0. C'est pour ça qu'elle n'intervient pas ici, dans le problème. Alors, cette équation que je viens d'écrire, il faudrait que je retrouve mon rectangle, voilà. Cette équation que je viens d'écrire là, c'est ce que vous avez ici dans le cours. mg cos alpha moins S égale masse fois l'accélération centripète. Alors, une fois qu'on a fait ça, j'efface tout, on a fait le gros du travail. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on devait calculer ici, je vous remontre la question, c'était calculer, la force de soutien exercée par la piste. On cherche le S, en fait, ici. Alors, pour le calculer, il suffit de retourner la formule. Le S, ça va être égal à mg cos alpha plus m fois l'accélération centripète. Et l'accélération centripète, c'est en réalité v carré sur r. Donc, au lieu d'avoir ici l'accélération centripète, on met v carré sur r. Et donc, on trouve comme formule S égale mg cos alpha moins mv carré sur r. Alors là-dedans, on connaît tout. On connaît l'angle alpha, on connaît la masse de la luge, on connaît sa vitesse et on connaît le rayon de courbure. Donc, si on met les nombres qui sont en haut de la page là-dedans, on peut calculer la force de soutien et on trouve que c'est 48,6 newtons. Alors, une remarque intéressante à propos de ça, c'est la remarque qui est juste là en dessous. On peut remarquer que cette force de soutien est très inférieure au poids. On n'a pas calculé la force de soutien, enfin le poids en fait, mais bon, c'est combien la masse? Je ne me rappelle plus. La masse de la luge, c'est 20 kg. Donc le poids, c'est 20 kg x 9,81, ça fait presque 200 newtons. Et ici, on a une force de soutien qui n'est que de 48,6 newtons. Donc c'est environ 4 fois plus petit. Donc on a une force de soutien qui est environ 4 fois plus petite que le poids. Alors, ça veut dire quoi en fait cette histoire? Ça veut dire que plus la vitesse augmente, on le voit d'ailleurs dans cette formule, plus la vitesse augmente, plus on va soustraire quelque chose d'élevé, et donc plus la force de soutien sera petite. Donc en réalité, sur cette bosse-là, quand la luge passe la bosse, si elle passe la bosse avec une petite vitesse, bien, le soutien sera relativement élevé, mais plus la vitesse est grande, plus le soutien va être faible. Et il y a un moment où ce soutien va être égal à 0, puisque le soutien ne fait que de diminuer au fur et à mesure que la vitesse augmente. Donc si la vitesse augmente vraiment, au bout d'un moment, le soutien il est égal à 0. Donc ça veut dire quoi physiquement? Si la piste exerce une force de soutien nulle, ça veut dire que la piste, elle ne le soutient plus. Alors, comment c'est possible de ne pas soutenir? Il y a deux solutions. Soit la piste, elle casse, et puis donc ça voudrait dire que la luge s'enfonce dans la piste, mais ça, on a rarement vu. Donc l'autre solution, ce serait plutôt que la luge décolle. En fait. Si la luge décolle, elle n'est plus en contact avec la piste, donc il n'y a plus de force de soutien. Et si vous vous rappelez le titre
du chapitre, c'est luge qui glisse et qui décolle. Donc, tel un chat, on retombe sur nos pattes et on va donc justement déterminer quelle est la condition du point de vue de la vitesse pour que la luge passe sans décoller. Quelle est la vitesse maximale en fait qu'elle peut avoir, cette luge, pour ne pas décoller. Alors ça, c'est très intéressant pour la suite des exercices. Hein. C'est un concept assez malin, je dirais. L'idée est la suivante. On a exprimé la force de soutien ici. Alors maintenant, si on veut que la luge ne décolle pas, ou qu'on veut par exemple savoir à partir de quelle vitesse elle décolle, eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que si la luge ne décolle pas, ça veut dire qu'en fait la piste exerce toujours une force de soutien sur la luge. Donc ça veut dire que la condition, que je vais écrire ici en rouge, voilà, je vais faire ça là en bas, la condition. Quelle est la condition? Eh bien, la condition, c'est que S, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, oh, pardon. Là, ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai appuyé sur un bouton par mégarde. La condition, on veut que la force de soutien soit plus grande. Moi, je dirais strictement supérieure à 0, mais éventuellement égale à 0, parce que c'est vrai que si c'est égal à 0, eh bien, il y a déjà plus de contact. Non, mais justement, moi, je mettrais supérieur à 0. Il faut que la force de soutien soit supérieure. Donc là, dans la donnée, hein, vous pouvez, enfin dans la donnée, dans le cours, vous pouvez enlever le éventuellement nul. Hein. Ce n'est pas très logique de dire éventuellement nul. Non, ça ne doit pas être éventuellement nul, ça doit être strictement plus grand que 0, parce que si le soutien est nul, ça veut dire que la piste, elle n'exerce plus de soutien. Donc ça, à mon avis, il faut le biffer. Vous pouvez l'enlever, ce machin-là, éventuellement nul, ou laisser tomber. Donc là, vous considérez que c'est strictement plus grand que 0. Donc on veut que la force de soutien soit strictement plus grande que 0. Donc on écrit S qui est égal à mg cos alpha moins mv carré sur r doit être strictement plus grand que 0. Pardon, je voulais faire un rectangle. Voilà. Alors, là-dedans, il faut faire un petit peu d'algèbre pour déterminer quelle est la condition sur la vitesse. Alors, cette algèbre est relativement simple. Je vais mg cos alpha moins mv carré sur r. Je vais le faire ici, en noir. Hein. Ici, on a donc mg cos alpha moins mv carré sur r. Je vais écrire r comme ça. Et la condition, c'est qu'on veut que ça ce soit strictement plus grand que 0. Alors, première chose, la masse étant toujours positive et strictement positive, on peut virer la masse en fait ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je passe ce terme-là de l'autre côté. Donc, je me retrouve à gauche, pardon, avec g cos alpha et donc moins v carré sur r, je le passe de l'autre côté. Donc, j'aurai ça qui est plus grand que v carré sur r. Je multiplie par R, et donc je trouve que grand R, G cos alpha est strictement plus grand que V carré. Et donc, pour finir, je prends la racine de tout ça et je trouve ma condition sur V. Et la condition, c'est que V doit être plus petite, plus petite, attends, je vais faire ça proprement, voilà. V doit être strictement plus petite que la racine de RG cos alpha. Donc voilà les calculs qu'il faut faire, hein, c'est un petit peu d'algèbre, c'est pas très compliqué. Et donc, quand on fait ça, on a une condition sur la vitesse. Tant que la vitesse remplit cette condition, c'est-à-dire d'être plus petite que cette valeur-là, et cette valeur-là, elle est déterminée par les conditions extérieures. Hein. Le R, c'est le rayon de courbure, et puis l'angle alpha, c'est l'inclinaison de la pente. Donc ça, c'est quelque chose que celui ou celle qui est sur la luge ou sur des skis ne peut pas choisir, en fait. Ça, c'est la piste qui est telle qu'elle est. Et donc, pour garder contact avec la piste, il faut que la vitesse soit inférieure à cette valeur. Ici, racine de RG cos alpha. Alors, ça, c'est ce qui est écrit
ici, hein, V doit être plus petite. Bon, ici, c'est marqué plus petit ou égal. Hein. À mon sens, c'est strictement plus petit qu'il faudrait mettre que RJ cos alpha. Donc maintenant, à cet endroit-là de la piste, le rayon vaut 25 mètres, je crois. Et puis l'angle alpha, je ne me rappelle plus, hein, mais il me semble que c'était combien cet angle alpha? Cet angle alpha, c'était 50 degrés. La piste, c'est 25 mètres, le rayon, effectivement. Donc, on peut calculer tout ça. Et donc, ça fait 12,6 mètres par seconde. Ça veut dire que si cette luge, elle passe ici avec une vitesse qui est plus grande que 12,6, ben en fait, elle va tout simplement décoller. Comme on peut le voir dans les films américains avec une voiture qui passe sur une bosse, hein, si elle va assez vite, elle peut décoller. Comme vous avez probablement déjà testé en ski aussi, hein, on le voit d'ailleurs, quand il y a les courses de Coupe du Monde de ski, on voit que ceux qui font de la descente, comme ils vont comme des fous sur ces bosses, quand ils passent sur une bosse, vous, si vous allez en ski là-dessus, à moins que vous soyez fou comme eux, normalement, vous passez sans décoller. Mais eux, ils vont tellement vite que, justement, ils décollent. Alors, avant de répondre, j'ai vu qu'il y avait deux mains qui se levaient. Voilà, bon, la suite de la remarque n'est pas très pertinente, enfin pas plus que ce que j'ai déjà dit. Alors, j'ai vu qu'il y avait deux mains qui se levaient. Alors, le premier qui levait la main, c'était Mathieu. Alors ouais, Mathieu. J'avais deux questions. Dites-moi. C'est que, en fait, quand la force de soutien est, euh, elle est égale à la vitesse, non? Non, c'était quoi déjà? Non, la force de soutien, elle ne peut pas être égale à la vitesse. Elle peut être égale à zéro, ouais. Oui, voilà. La luge, elle décolle pas forcément dans ce cas-là. C'est juste que. Ah, elle décolle, elle est à la limite, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la limite. Et donc, ça devrait être égal parce qu'elle elle décolle pas en fait. Elle est encore en contact. Mais Mais quoi, ça devrait être égal? je veux dire, parce que ça devrait être plus grand ou égal et pas strictement plus grand. Bah, écoutez, si la force de soutien est égale à zéro, ça veut dire qu'il n'y a pas de force de soutien. Donc, s'il n'y a pas de force de soutien, ça veut dire qu'il n'y a pas de contact. Donc, à mon sens, moi, je ne mettrais pas égal à zéro. Je mettrais strictement plus grand que zéro. Parce que le but, c'est, si la force de soutien, elle est de zéro, moi, je pense que la luge, elle est déjà en train de décoller à ce moment-là, à mon avis. Parce que sinon, bah, il y aurait, ça veut dire que si c'est égal à zéro, ça veut dire qu'il n'y a pas de soutien. Donc, s'il n'y a pas de soutien, ça veut dire que la luge, elle ne touche plus. Donc, si elle ne touche plus, c'est qu'elle a déjà décollé. Okay, oui. Voilà. Bon, de toute façon, c'est du chipotage, hein, ce genre de truc, parce que ça vous donne, en fait, ça vous donne la vitesse limite, cette histoire-là. Hein. C'est ça qui compte. Il y avait une deuxième question. Ce n'est pas possible, non, que la force de soutien soit négative. Écoutez, c'est vrai que non, alors effectivement, oui, dans l'absolu, ça n'est pas possible. Maintenant, si vous calculez le S ici, vous pouvez obtenir, selon la vitesse que vous avez, vous pouvez obtenir une force de soutien négative. Donc, dans la vraie vie, c'est impossible que le soutien soit négatif, mais dans les calculs, c'est possible. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que si vous trouvez une force de soutien qui est négative, bah, vous devez comprendre que ça n'est pas possible. Donc, comme ce n'est pas possible de soutenir négativement, ça veut dire qu'elle aura décollé. Okay, oui. C'est comme ça qu'il faut interpréter les choses. Okay. Mais vous pouvez obtenir par calcul une force de soutien négative. Si la vitesse elle est très 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 grande, bah là par exemple si vous mettez dans le calcul V égale 20 mètres par seconde par exemple, bah moi à mon avis vous trouvez une valeur négative ici. Ce qui voudra dire en fait que la luge elle a décollé. Ok, merci, oui. De rien. Alors encore une question il me semble, voilà, Mathéo, ouais. En fait, j'ai pas très bien compris ce que c'est le rayon de courbure. Le rayon de courbure. Alors, donc là, je dois retourner au. C'est pas, enfin, c'est plutôt que j'ai pas vraiment compris comment on détermine le cercle qui épouse le mieux la courbe.
Bah, en fait, on n'a pas à le faire. C'est mâché. Le travail est déjà fait, en fait. Ici, si vous voulez, c'est dans la donnée, c'est écrit en un point, la piste a une inclinaison de 50 degrés et un rayon de courbure de 25 mètres. Donc, ce n'est pas à vous de déterminer ce rayon de courbure, il est déjà donné. Mais genre, ça dépend de quoi. Genre, si le rayon de courbure, c'est grand, ça veut dire quoi, en fait, sur la courbe? Ben, ça veut dire que c'est une bosse, une grosse bosse, quoi. Puis si le rayon de courbure il est tout petit, c'est une petite bosse. Ah, ok. Donc là, je peux le redessiner. Bon, j'ai fait une tentative une fois, j'y suis assez bien arrivé, donc je me dis pourquoi pas une deuxième. Voilà, bon, là, je pense que ça devrait jouer. Ça, c'est à peu près un cercle qui suit la bosse à cet endroit-là. Donc ça, si vous voulez, si on a une fois que vous avez réussi à déterminer ce cercle, ça, il faut y aller à tâtons. Hein. Si c'est ça la question, on ne peut pas le déterminer comme ça. Hein. Il faut y aller à tâtons. Et donc, Oui. après, une fois que vous avez le cercle, vous mesurez le rayon du cercle. Et le rayon du cercle, c'est le rayon de courbure. C'est ce qu'on appelle le rayon de courbure. Mais ici, c'est déjà donné, en fait. Donc, on n'a même pas à se poser la question. Mhm. Mais donc, si le rayon de courbure est grand, ça veut dire que la vitesse, elle devrait être moins grande, en fait, pour satisfaire le Elle temps. devra être plus grande. Enfin, non. Enfin, Si le rayon de courbure est très grand, ici, là, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais, ici, là, si vous avez ce rayon, bah, ici, là, qui est très grand, oui. ça veut dire que ça augmente la limite de la vitesse. Oui. Et Donc, il cette peut être. limite, c'est la limite pour laquelle la vitesse, pour laquelle la luge reste en contact. Donc, plus Oui. le rayon est grand, plus la vitesse doit être grande pour justement décoller. Ah oui, oui, pour décoller, oui, oui. Pour décoller.